Pénurie de kérosène à l'aéroport international Modibo Keïta Sénou, ce qui entraîne la reprogrammation des vols. Certains ont même été annulés. Qui est journaliste, qui ne l'est pas, ou encore qui peut ou doit exercer ce métier? Autant de questions dont vous trouverez des réponses dans la série de la semaine. Épisode 1, le journalisme face au défi d'un paysage pollué. Le 75e sommet de l'OTAN est en cours depuis hier. Les dirigeants se penchent sur la guerre russo-ukrainienne. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. À l'aéroport de Sénou à Bamako, une pénurie de kérosène entraîne la reprogrammation ou l'annulation de plusieurs vols, selon un communiqué de l'Agence nationale de l'aviation civile du Mali, Paul Yapinguesson. Depuis le 8 juillet dernier, une pénurie de kérosène à l'aéroport de Bamako oblige les avions à reprogrammer ou annuler leurs vols. L'information provient d'un correspondant du directeur général de l'aviation civile adressé au représentant local de la SECNA. Le rythme des vols en direction de Bamako ou en partant de la capitale malienne a baissé ces jours-ci à cause de la rareté du jet A1 à l'aéroport international Modibo Keïta Sénou, indique la note de l'Agence nationale de l'aviation civile. Cette situation devrait durer jusqu'au 15 juillet prochain. Ce n'est pas la première fois que l'aéroport de Sénou est confronté à ce genre de dysfonctionnement. Selon une source à l'Agence nationale de l'aviation civile, s'ils reconnaissent qu'ils ont des problèmes pour fournir le kérosène du fait d'un problème d'approvisionnement, ils soulignent tout de même qu'ils ne sont pas en rupture d'approvisionnement et que ce problème est dû au retard dans la livraison de kérosène. À cela s'ajoutent les travaux d'entretien sur les cuves de stockage de carburant. Pour l'expert aérien Mansour Diop, cette situation aura forcément des impacts sur les compagnies aériennes. Avec évidemment un impact non seulement sur le côté opérationnel, parce que les avions sont obligés dans certains cas de procéder à ce que l'on appelle le transport de carburant pour ne pas avoir à prendre du fuel dans le pays qui a été impacté. Mais également l'obligation de revoir à la hausse les tarifs aériens dans certains cas, pénurie, mais également renchérissement notable. Que le système global de maillage par les différents vols risque évidemment d'être touché si des réactions, des actions vigoureuses ne sont pas menées par les États, et ceci dans les meilleurs délais. Cette situation entraîne de réelles perturbations dans la programmation des vols, dont la plupart ont été annulés à Printemps. Ethiopian Airlines a été contraint de modifier son horaire de départ. Quant à la compagnie Sky Mali, elle a annulé ses vols à destination de Kay et de Tombouctou, tandis que Turkey Airlines annule ses vols de la semaine. Cette pénurie de kérosène à l'aéroport de Bamako oblige, selon le responsable de la communication de la SECNA Mali, les avions à aller se ravitailler au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Ce n'est pas la première fois que l'aéroport de Sénou est confronté à ce genre de dysfonctionnement. En 2011, une situation similaire avait contraint les vols commerciaux desservant le Mali à se ravitailler au Burkina et au Sénégal, deux pays voisins. En attendant, les compagnies aériennes tentent de réorganiser les vols et de trouver des alternatives pour limiter les désagréments que cela crée. Les usagers devront prendre leur mal en patience. Dans certaines régions du Mali, le déplacement massif des populations s'intensifie depuis plusieurs semaines. C'est du moins ce que nous dit un rapport de l'OCHA publié en juin. Assetoumani Koulibaly nous donne les détails. La situation humanitaire au Mali semble se dégrader avec des financements qui n'ont jamais autant manqué, couplés à la situation sécuritaire du pays, selon le dernier bulletin du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA. Le rapport publié en juin couvre les mois d'avril et mai. Plus de 7 millions de personnes, en grande partie des enfants, ont besoin d'une aide d'ici au mois d'août, selon le bureau onusien. Ces quelques 16,7 millions de personnes auront du mal à se nourrir et devront dépendre d'une assistance alimentaire avec des conséquences drastiques chez les enfants de moins de 5 ans, souligne le bulletin. Ces populations viennent en grande partie des régions de Ménaka et de Kidal. D'ailleurs, le Mali compterait actuellement plus de 350 000 déplacés internes et plus de 90 000 réfugiés dans le pays voisin. Aussi, le pays accueille un afflux massif de déplacés burkinabés ayant fui leur pays. Plus de 65 000 d'entre eux sont arrivés depuis le début de l'année selon la coordination humanitaire. Cette crise humanitaire ne concerne pas que le Mali, mais touche également d'autres pays.
Afin d'apporter assistance, l'ONU et ses partenaires ont besoin d'une somme de 4,7 milliards de dollars cette année pour aider 21 millions de personnes au Burkina Faso, dans l'extrême nord du Cameroun, au Mali, au Niger, dans les États nigériens d'Adamawa, de Borno et de Yobe et au Tchad. À ce jour, 16% seulement de la somme requise, soit 761 millions de dollars, ont été versés. Dans la cité des Balanzans, un mystérieux individu à la machette, surnommé Bessetigi par la population, sévit en ce moment. La dernière victime est une jeune femme mariée d'une vingtaine d'années, sauvagement abattue le mercredi 3 juillet dernier. Cette situation crée la psychose au sein de la population. Djenaba Samaki. Depuis plusieurs mois, un ou des individus sèment la terreur à Ségou. Si pour certains c'est un phénomène nouveau dans la région, il faudrait noter que ce n'est pas la première fois que cela se produit, puisque l'année dernière et courant cette année, on a assisté à des cas similaires, mais à certains villages à moins de 15 km de Ségou où des populations ont été terrorisées. En effet, dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 mai dernier, dans le quartier Sido-Soninkroix, des hommes se promenant avec des machettes et autres armes blanches se sont introduits dans une première famille et ont tenté de violer une femme. Auparavant, ils avaient fait quelques victimes dans d'autres quartiers. Ce qu'il faut reconnaître est que maintenant, le phénomène a pris de l'ampleur parce que ce n'était jamais venu dans la ville même de Ségou. Mais ces derniers temps, nous assistons à ces phénomènes qui deviennent de plus en plus terrorisants pour la population ségouvienne, où on ne peut pas le dire clairement jusqu'à présent si c'est une seule personne ou bien si c'est un groupe d'individus qui se promènent et qui font cet acte barbare. Mais ce qu'il faut reconnaître, l'année dernière, en tout cas, on a pu arrêter un monsieur qui a été immédiatement brûlé vif par la population. Pour le cas récent, pour cette année, ce qui se passe dans la ville de Ségou, on peut parler de 4 cas qui ont été connus. Mais il faut reconnaître que d'autres ont réussi à échapper. D'autres ont réussi à échapper, mais il y a 4 cas en tout cas où on a eu vraiment des choses horribles ou qui ont subi vraiment des choses horribles de la part de ces derniers. Cette situation inquiète à Ségou. Selon notre interlocuteur, la population avait des réserves sur l'implication des autorités, mais au vu de la gravité de la situation, ces derniers temps, les autorités locales de la région se sont activées afin qu'une solution puisse être trouvée pour mettre fin à cette terreur. Alors pas plus tard qu'avant-hier, il y a le directeur régional de la police qui a mobilisé la presse, qui a mobilisé les commissariats et les gendarmeries aussi se sont mobilisés pour qu'ensemble ils trouvent des stratégies afin de pouvoir arrêter en tout cas l'auteur de cet acte. D'après nos interlocuteurs, le commissariat de la police du 2e arrondissement aurait ouvert une enquête pour élucider l'affaire. Place à notre série de la semaine. Le secteur du journalisme est pollué aujourd'hui. Beaucoup se disent journalistes, mais ne le sont vraiment pas. Qui est journaliste et comment assainir ce paysage? Épisode 1 de la série avec Smaïla Fani. À l'ère de l'essor des nouvelles technologies de l'information, de l'Internet et du numérique, tout le monde à sa petite échelle produit de l'information et pense parfois que le seul fait de publier un paragraphe ou de faire une vidéo le met en situation de pouvoir revendiquer le statut de journaliste. Ça a amené vraiment une confusion assez inquiétante où on ne distingue plus personne entre professionnels, amateurs et des personnes qui s'essayent à ça, mais simplement parce qu'il y a des opportunités qui s'offrent à eux de pouvoir rassembler quelques informations qui sont parfois même des informations exclusives et qui se mettent à la traiter de manière non conforme au canon de la pratique journalistique. Mais en réalité, le journalisme, selon les acteurs, est un métier qui est protégé car la loi définit qui doit l'exercer. La loi 046 qui régit le régime de presse et délit de presse qui définit le journaliste en son article 4 essentiellement. Donc, cette disposition dit spécifiquement que le journaliste est toute personne qui est diplômée d'une école de formation en journalisme ou détenteur d'un diplôme supérieur, avec une année d'expérience dans une rédaction
qui a pour activité principale la collecte, le traitement et la diffusion et publication de l'information et qui précise dans un organe médiatique. Aujourd'hui, vous savez, la presse connaît des évolutions très rapides. Avec l'avènement des TIC, des technologies de l'information et de la communication, la presse aussi a connu beaucoup de mutations. Et quand on voit dans certains pays, les journaux ont tendance à disparaître. Et maintenant, les radios, les télés sont obligés de s'adapter. Et à travers les réseaux sociaux, on a beaucoup de web TV, de web radio ou bien de web journaux. Mais ceux qui animent ces web TV, ces web radios, est-ce que ce sont des journalistes en tant que tels? À mon avis, non. Voilà, on peut dire que c'est des web activistes. Mais maintenant, il faut que les textes soient clairs pour qu'on sache qui est journaliste, qui ne l'est pas. Et en cas de dérapage, quels sont les types de sanctions qui sont produites pour pouvoir être appliquées. Si certains suggèrent qu'il faut appliquer les textes pour assainir le paysage, d'autres disent qu'il est impossible aujourd'hui d'arrêter ce mouvement, mais qu'il appartient donc aux journalistes de valoriser le métier. Qui a aujourd'hui la possibilité d'arrêter ce phénomène? Ni par la coercition, ni par quelques moyens de régulation, il est impossible d'arrêter le mouvement. Ce que l'on peut faire, il faut valoriser le journalisme. Parce que quand vous allez sur ces réseaux, quelqu'un balance une information de taille, mais il n'est pas capable d'aller plus loin que ça. Lorsque c'est vous qui avez la chance d'avoir cette information, vous la donnez de façon brute. Et après l'avoir donnée de façon brute, vous allez développer la même information, la contextualiser, et trouver du background, l'adosser à une histoire et faire réagir des personnes qui sont capables d'aider à une meilleure compréhension de ça. Ça devient un traitement professionnel. Assainir, ça commence aussi par en fait les professionnels. Parce que vous savez aujourd'hui, quand il y a des événements, c'est beaucoup de caméras, même pas des caméras, c'est des petits appareils, des téléphones que l'on voit sur des trépieds et tout le monde se fait appeler journaliste et tout le monde vient en fait occuper ce qu'on appelle le cordon de presse. Je pense qu'un cordon de presse est réservé exclusivement aux journalistes professionnels. Donc moi je pense que le premier acte c'est que quand ces gens s'arrivent, évidemment ils peuvent occuper n'importe quel espace mais ne pas les accepter au niveau du cordon de presse. Là ça va faire la différence au fur et à mesure. Aussi, les acteurs évoquent la délivrance des cartes de presse qui attestent que le détenteur est un professionnel et exerce le métier dans le cadre d'un organe médiatique légalement constitué. Hors de nos frontières, en Afrique du Sud, c'est finalement le 16 octobre que débutera le procès de l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale du pays, poursuivie pour corruption et blanchiment d'argent. Ainsi en a décidé un tribunal de la capitale sud-africaine lors d'une brève audience ce mardi. L'affaire a été renvoyée dans la foulée devant la Haute Cour de Pretoria en raison de sa gravité. Elle fait l'objet de plusieurs chefs d'accusation au titre de la loi contre la corruption et d'une disposition contre le crime organisé en vigueur dans son pays. Je vous l'annonçais en titre, le sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord a débuté depuis hier. Un sommet avec des enjeux cruciaux selon les dirigeants, mais dont le sujet central est celui du soutien militaire et financier à l'Ukraine. Aminata Keïta. Les 32 pays membres de l'OTAN sont réunis à Washington du 9 au 11 juillet. Ce sommet qui marque le 75e anniversaire de la signature du traité de l'Atlantique s'annonce crucial pour l'avenir de l'Alliance avec 3 dossiers sur la table des dirigeants durant les 3 jours. La dissuasion et la défense, les relations avec les partenaires de l'OTAN dans la région Indo-Pacifique. Le sujet le plus brûlant est sans surprise la guerre entre la Russie et l'Ukraine. 2 ans après le début du conflit et malgré les nombreuses aides étrangères, l'Ukraine peine à s'en sortir face à la Russie. À l'ouverture du sommet, le président américain Joe Biden et plusieurs autres pays de l'OTAN ont annoncé l'envoi de systèmes de défense anti-aérienne à l'Ukraine. Remember, NATO's character is fundamentally democratic, always has been and always must continue to be. And today, NATO is better resourced than it ever has been. Ukraine can and will stop Putin, especially with our full collective support. They have our full support. In this 75th anniversary of our alliance,
we can finally say that NATO is not only the most successful and the strongest, but also the longest lasting alliance in history. Sur la question de l'intégration de l'Ukraine à l'Alliance, malgré les aides, à ce jour, les États-Unis et l'Allemagne restent opposés à cette adhésion, considérée comme la ligne rouge de Moscou. Par ailleurs, Volodymyr Zelensky n'a pas été invité à prendre part au sommet. Les États-Unis sont le membre le plus puissant de l'organisation et la question de l'aide à l'Ukraine pourrait prendre fin si l'ancien président américain Donald Trump remporte les élections de novembre 2024. Le rival de Joe Biden est connu pour sa position critique sur l'OTAN et son arrivée à la Maison-Blanche pourrait entraîner la suspension de toute aide à l'Ukraine. Il a d'ailleurs annoncé lors du débat face à Joe Biden régler le conflit en un temps éclair entre la Russie et l'Ukraine après sa réélection. L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord a été créée en 1949 en pleine guerre froide par 12 pays, à savoir la Belgique, le Canada, le Danemark, les États-Unis, la France, l'Islande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni. Dès la création, il s'agissait avant tout de contrer la menace que l'Union soviétique faisait peser sur la sécurité européenne, d'où le fait que négocier avec Moscou est le quotidien de l'OTAN. Aujourd'hui élargie à 32 membres, l'organisation dispose de 500 000 militaires. C'est ce qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur la télévision qui vous allume. Bonsoir et à demain.